L'homme à la hache. La Nouvelle-Orléans, grande ville de l'État de Louisiane aux États-Unis, bordée par le Mississippi et non loin du golfe du Mexique. Surnommée Big Easy, elle est réputée pour sa vie nocturne, ses concerts de musique et sa cuisine épicée. C'est ici qu'à la fin du 19e, début du 20e siècle est né le jazz. À l'époque, les esclaves d'Afrique amènent avec eux leur tradition musicale, et c'est cette rencontre de la tradition africaine et européenne qui va faire naître ce style musical. Mais la Nouvelle-Orléans est également connue pour une période un peu plus sombre. C'est entre 1918 et 1919 qu'un tueur en série, surnommé l'homme à la hache, va sévir et terroriser la population. Ses victimes sont principalement des épiciers d'origine italienne. Les meurtres sont d'une telle atrocité que certains vont s'imaginer qu'il s'agit là de l'œuvre d'un démon. Les premières attaques ont commencé à l'automne 1910, mais c'est en 1911 qu'une des victimes va décéder. Il s'appelait Joe Davy. Suite à ce meurtre, l'homme à la hache va littéralement disparaître des radars durant 6 ans, avant de revenir plus déterminé que jamais dans sa folie meurtrière. Joseph Maggio et sa femme, Catherine, vont être les prochains à croiser la route de ce tueur en série. Les Maggio sont d'origine italienne et tiennent une petite épicerie, au-dessus de laquelle se trouve leur appartement. Mais ce 23 mai 1918, leur vie va prendre un tout autre tournant. L'homme à la hache pénètre dans leur logement armé d'un rasoir et d'une hache. Tous deux vont être égorgés, et le tueur en partant en profitera pour fracasser leur crâne avec la hache, comme si le coup de rasoir n'avait pas suffi. Catherine aura la gorge tranchée, si profondément que sa tête n'était quasiment plus reliée à ses épaules. Joseph, quant à lui, va agoniser jusqu'à ce que ses frères Jack et Andrew le retrouvent. Il n'aura même pas le temps de faire une description de l'assassin. Après le meurtre, les enquêteurs découvrent qu'un panneau de porte, situé à l'arrière de l'appartement, a été découpé. Ils découvrent également des vêtements tachés de sang appartenant au tueur, ainsi que la hache ayant servi à perpétrer ce massacre. Visiblement, celui-ci a pris le temps de remettre des affaires propres avant de quitter les lieux. La police exclut le vol qui aurait mal tourné, aucun bijou ni objet de valeur n'a été volé. Quelque temps plus tard, le fameux rasoir qui a servi à tuer les Maggio est retrouvé dans le jardin d'une maison voisine. Il s'avère que ce rasoir appartient à Andrew Maggio, qui n'est autre que le frère de Joseph Maggio. Andrew est barbier et il avait ramené le rasoir chez son frère, 2 jours plus tôt, pour pouvoir l'aiguiser. Ce soir-là, Andrew avait participé à une fête et était rentré un peu saoul. C'est pourquoi quand il a entendu des bruits de gémissements, il n'a pas réagi de suite. Il vit dans l'appartement voisin de la résidence de son frère et a découvert les corps environ 2 heures après l'attaque. Il n'en faut pas plus pour que les enquêteurs émettent des soupçons quant à l'innocence d'Andrew. Il devient donc le principal suspect dans cette affaire. La police a du mal à croire qu'Andrew n'ait pas entendu le tueur lorsque celui-ci est entré par effraction en découpant la porte. Malgré tout, le frère de Joseph sera relâché après le témoignage d'un homme disant avoir vu un inconnu qui tentait de se dissimuler, non loin de l'épicerie des Maggio. Cependant, le tueur ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le 27 juin 1918, il est 7 heures du matin quand John Zanka, boulanger, vient effectuer sa livraison dans une épicerie de la ville. En entrant dans la boutique, son corps se fige. Là devant lui, se trouve Louis Bezumé, l'épicier, mais aussi Harriet Lowe, sa maîtresse. Tous deux baignent dans une mare de sang et semblent grièvement blessés au niveau de la tête. Par chance, ils survivent à l'attaque, malgré la violence des coups. Le procédé semble similaire à celui du meurtre des Maggio. L'assassin est entré par effraction en découpant un panneau de bois de l'une des portes. Il a également laissé une hache couverte de sang dans la salle de bain et une paire de ciseaux à bois dans les escaliers. Bien entendu, comme dans l'attaque précédente, aucun objet de valeur n'a disparu. Dans la foulée, la police arrête Lewis Oubicon, un Afro-Américain de 41 ans qui a été embauché dans l'épicerie, seulement une semaine avant l'attaque. Même s'il n'y a pas de réelle preuve de son implication dans l'affaire, les enquêteurs déclarent que son récit a été contradictoire lorsqu'il a été interrogé le matin de l'agression. Il sera toutefois libéré, au vu des preuves insuffisantes pour le maintenir en détention. Une fois ses esprits retrouvés, Harriet est interrogée par les enquêteurs qui lui demandent si elle a vu l'agresseur. Elle leur dit qu'il s'agit d'un homme de grande taille et que celui-ci a la peau sombre.
Mais au vu de son état, la police ne s'attarde pas sur ses déclarations. Après l'attaque, Louis et Harriet retournent vivre dans leur appartement. La jeune femme a le visage partiellement paralysé par les coups qui lui ont été portés durant l'attaque, elle subit donc une opération de chirurgie qui se solde par un échec. Ce après quoi, elle change sa version des faits et accuse son amant Louis d'avoir perpétré tout ça. Il sera donc emprisonné et jugé quelques mois plus tard. Lors du procès, les membres du jury ont du mal à croire que l'épicier ait pu se fracturer lui-même le crâne à l'aide de la hache, c'est pourquoi il déclare innocent, Louis Bezumet, après un délibéré de seulement 10 minutes. Le 5 août 1918, en début de soirée, Anna Schneider, enceinte de 8 mois, se réveille en sursaut et aperçoit une silhouette au-dessus de son lit. Prise de panique, elle se met à hurler. À peine a-t-elle eu le temps de crier, qu'un objet s'abat sur son crâne. Et plus aucun bruit ne règne dans la maison. Son mari, Ed Schneider, la retrouve inconsciente quand il rentre du travail. La plaie sur son visage est impressionnante. La femme a même perdu plusieurs dents, mais elle est toujours en vie. Cette fois-ci, les enquêteurs ne retrouvent ni hache, ni preuve d'effraction dans la maison. Pour eux, l'agresseur est reparti avec l'arme du crime. Finalement, Madame Schneider se remit de ses blessures et donna naissance à une petite fille. Seulement 5 jours après cette attaque, une autre tentative d'assassinat a lieu. Le 10 août 1918, Pauline et Marie Bruno, 2 sœurs âgées de 13 et 16 ans sont réveillées par des bruits de coups qui proviennent de la chambre de leur oncle. En rentrant dans la pièce, elles découvrent que le vieil homme a la tête ouverte à 2 endroits distincts. Elles aperçoivent également l'agresseur prendre la fuite. Plus tard, elles décriront un homme à la peau sombre, portant un costume noir et un chapeau qui lui cache le visage. Romano, la victime, décède 2 jours plus tard d'un grave traumatisme crânien. Une fois encore, aucun objet de valeur n'a été dérobé, mais une hache ensanglantée est retrouvée dans l'arrière-cour de la maison et un panneau de porte a été découpé. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est le fait que les victimes parlent toutes d'un homme de grande taille, or les panneaux de porte qui sont découpés sont particulièrement petits, et ne permettent donc pas à une personne de grande taille d'y passer. Toutes ces attaques vont déclencher une vague d'hystérie dans la ville. Certains habitants vont même dormir avec des fusils chargés et veiller à tour de rôle pour ne pas se faire surprendre par l'homme à la hache. Un certain John D'Antonio, ancien détective italien à la retraite, fait une déclaration publique et explique qu'en 1911 une série d'homicides a été commis et présente d'étranges similitudes avec ceux de l'homme à la hache, dont l'auteur n'a jamais été arrêté. Pour D'Antonio, il est fort probable que le tueur soit le même homme dans les 2 affaires. D'après lui, il s'agirait d'un homme à double personnalité qui tuerait sans réel motif. Un citoyen lambda qui parvenait à surmonter ses pulsions meurtrières la plupart du temps, autrement dit une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. Les postes de police sont envahis par les témoignages de personnes ayant aperçu un homme armé d'une hache et tentant de se dissimuler. On constate que dans ces témoignages, plusieurs affirment avoir trouvé une hache chez eux ou une porte abîmée de leur maison. Chose troublante, toutes ces personnes sont des épiciers. Le 11 août, Al Durand découvre une porte de sa maison que quelqu'un avait commencé à endommager. Visiblement, la personne a dû stopper le travail car le bois de la porte était trop épais. En cette même journée, une rumeur dit que le tueur se baladerait en ville déguisé en femme, ce qui déclenche une chasse à l'homme sans grand succès. Le même mois, des policiers sont envoyés dans un quartier où un homme a été vu une hache à la main, en train de sauter une clôture et sur lequel un jeune homme prétend avoir tiré. Une fois sur le terrain, la milice ne trouve rien du tout, et commence à se demander si la peur ne fait pas délirer les habitants. À la fin du mois d'août, Paul Lobella constate qu'un panneau de la porte arrière du local qui lui servait d'épicerie a été enlevé. Ce même jour, un autre épicier, du nom de Joseph Lebouef, signale à la police que quelqu'un a tenté de ciseler une de ses portes pendant la nuit. Réveillé par le bruit, il se lève et réussit à faire fuir l'intrus qui laisse derrière lui la hache avec laquelle il était venu. Le lendemain, chez un autre épicier, M. Recknagel, on découvre une hache et des traces de forage. Comme une histoire sans fin, le 15 septembre, Paul Durel remarque qu'une personne a tenté de découper une de ses portes. Par chance, il avait déposé la veille une caisse de tomates juste derrière la porte, ce qui lui a certainement sauvé la vie. Après cette date, le tueur à la hache disparaît du jour au lendemain.
Il y a tout de même des habitants qui disent avoir été victimes de cambriolages, que certains auraient tiré sur des rôdeurs dans la nuit mais aucun n'a vu de hache ou ne fut attaqué. Malgré tout, la population et les enquêteurs semblent soulagés que cette vague de terreur soit enfin derrière eux. Et pourtant, l'horreur refait surface ce 10 mars 1919. Orlando Giordano, un épicier, entend des cris qui viennent de la maison voisine. Maison qui est habitée par Charles Cortimiglia, un immigré italien, sa femme Rosie et leur fille Marie. Orlando se précipite dans la rue, pour voir ce qu'il se passe. Puis quand il arrive devant la maison des Cortimiglia, il aperçoit Rosie, au niveau de la porte d'entrée, qui présente une grave blessure au niveau de la tête. Mais cette horreur ne s'arrête pas là. Dans ses bras, Rosie tient sa petite fille qui est décédée. Quant à son mari, il est sur le sol, derrière elle, son sang ne cesse de couler depuis son crâne. Transportés à l'hôpital le plus proche, ils s'en sortent tous les deux avec une fracture du crâne. Les policiers constatent que l'agresseur est entré par effraction en découpant un morceau de la porte arrière. Il n'a rien pris dans la maison et comme à son habitude, a laissé sa hache recouverte de sang en évidence sous le porche. Pour les enquêteurs, l'assassin est un fou sanguinaire rempli de passion pour le meurtre. Cet événement ne manque pas de replonger les habitants dans la peur et la psychose. Mais quel monstre peut avoir autant de folie et d'atrocité en lui? Le meurtre de la petite Marie était le meurtre de trop pour les habitants de la Nouvelle-Orléans. Des rumeurs commencent à se propager dans la ville. Les gens disent que l'assassin est très certainement une femme, un nain ou une créature de l'au-delà pour pouvoir se faufiler dans les petites ouvertures des portes. Lorsque Rosie reprend conscience, elle se met à accuser son sauveur et son fils de les avoir attaqués. Accusation qui semble des plus étranges, puisque Orlando n'est autre qu'un vieux monsieur de 69 ans dont l'état de santé est bien trop mauvais pour qu'il puisse commettre un tel acte. Quant à son fils, Frank, il mesure plus d'1,80 m et pèse plus de 90 kg. Au vu de sa carrure, il semble totalement impossible qu'il puisse passer par la toute petite ouverture de la porte. Charles Cortimiglia nie en bloc les accusations de sa femme. Toutefois, les policiers procèdent à l'arrestation des deux hommes qui seront reconnus coupables d'assassinat. Les sentences furent des plus sévères. Frank est condamné à la pendaison, et son père à la prison à vie. Tout cela, sur l'unique témoignage de Rosie. À la fin du procès, Charles divorce de sa femme, car pour lui les deux hommes sont innocents. Quant à Rosie, cette dernière avouera un an plus tard avoir faussement accusé M. Giordano et son fils uniquement par dépit et jalousie. Dans leur malheur, les deux hommes ont un peu de chance, puisque la condamnation à mort n'a pas encore été exécutée, ce qui leur permet d'être libérés. Quelques jours plus tard, le rédacteur en chef du journal le New Orleans Times-Picayune reçoit une lettre, le 14 mars 1919, dans laquelle un individu prétend être l'homme à la hache. Dans ce courrier, les habitants découvrent la raison pour laquelle l'assassin s'en prend à ces pauvres gens. Et la raison, c'est le jazz. L'homme à la hache prévient qu'il sera de passage dans la ville ce mardi soir, et que les personnes qui n'écouteront pas de jazz pourront goûter à sa hache. Sa lettre est donc publiée dans le journal local. La majorité des habitants sont effrayés par les menaces de ce dégénéré. Toutefois, il y en a certains qui sont loin d'être intimidés et qui font passer des annonces invitant le tueur en série à venir directement chez eux. Le plus fou d'entre eux lui précise même qu'il laissera la fenêtre ouverte pour qu'il puisse entrer afin de ne pas endommager sa porte. Le mardi tant redouté arrive. Ils ne m'ont pas pris et ils ne le feront jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible, tout comme les terres qui entourent votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer le plus chaud. Je suis celui que vous, Néorléanais et votre folle police, appelez l'homme à la hache. Quand je l'entendrai, je viendrai et réclamerai d'autres victimes. Moi seul sais qui ils doivent être. Je ne laisserai aucune preuve, sauf ma hache sanglante, barbouillée du sang et du cerveau de celui que j'aurai envoyé ci-dessous pour me tenir compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à la police de veiller à ne pas m'énerver. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable. Je n'ai pas été offensé par la façon dont ils ont mené leurs investigations dans le passé. En fait, ils ont été si profondément stupides qu'ils m'ont amusé, moi et Sa Majesté satanique, Francis Joseph, etc.
Qu'il ne cherche pas à découvrir qui je suis, car il vaudrait mieux qu'il ne fût jamais né plutôt que d'encourir la colère de l'homme à la hache. Je ne pense pas qu'un tel avertissement soit nécessaire, car je suis sûr que la police m'esquivera toujours, comme elle l'a fait dans le passé. Ils sont assez sages et savent comment se tenir à l'écart du danger. Sans aucun doute, vous, Néo-Orléanais, pensez que je suis un meurtrier des plus horribles, ce que je suis, mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais visiter votre ville tous les soirs. Je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens à volonté, car je suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être exact, à minuit 15, temps terrestre, mardi soir prochain, je vais passer à la Nouvelle-Orléans. Dans mon infinie miséricorde, je vais vous faire une petite proposition, à vous les gens. Je suis très friand de musique de jazz, et je jure par tous les diables des régions basses que chaque personne chez qui se trouvera un groupe de jazz en train de jouer au moment que je viens de mentionner sera épargnée. Si tout le monde a un groupe de jazz, bien, alors tant mieux pour vous les gens. Une chose est sûre, c'est que certains d'entre vous qui n'écouteront pas de jazz mardi soir, s'il y en a un, goûteront de la hache. Eh bien, comme j'ai froid et que je me languis de la chaleur de mon Tartare natal, il est temps que je quitte votre maison terrestre et que j'arrête mon discours. En espérant que vous vouliez bien publier cela, ce qui pourrait vous convenir, j'ai été, je suis et je serai le pire esprit qui ait jamais existé, que ce soit dans la réalité ou dans le royaume de la fantaisie. L'homme à la hache. Les salles de danse et les nightclubs se remplirent d'amateurs, tous les groupes de jazz qu'ils soient professionnels ou non furent invités à venir jouer dans des soirées privées et certains, qui n'avaient rien trouvé de mieux, formèrent des groupes improvisés avec leurs voisins. Durant la nuit, la ville vécut au rythme du jazz et lorsque le jour se leva, aucune victime ne fut constatée. Joseph Davila, un compositeur local, décide d'écrire une chanson nommée « The Mysterio Axement Jazz » en souvenir de cette fameuse nuit. Chanson qui connaîtra un énorme succès. Est-ce qu'en écrivant cette lettre, l'homme à la hache a voulu faire peur aux gens pour que le jazz puisse enfin résonner dans toute la ville ? Est-il satisfait de voir la Nouvelle-Orléans vibrer au son de la musique qu'il affectionne tant ? En tout cas, une chose est sûre, après cette fameuse soirée, nous n'avons plus entendu parler de l'homme à la hache, du moins jusqu'à ce 10 août 1919. Au beau milieu de la nuit, Steve Boca, propriétaire d'une épicerie, se trouve dans son lit lorsqu'il voit une silhouette brandir une hache au-dessus de lui. Après quoi il perd connaissance. À son réveil, dégoulinant de sang, il trouve la force de traverser l'avenue Elysian Fields pour retrouver un de ses amis, Frank Genusa, avant de perdre à nouveau connaissance. Les policiers qui se rendent chez Steve firent les mêmes constatations que dans les précédentes affaires. La hache abandonnée, la porte découpée. Les habitants réalisent alors que le tueur en série est bel et bien de retour parmi eux. Le 2 septembre 1919, un pharmacien du nom de William Carson tire plusieurs coups de feu sur un individu qui fait irruption dans sa maison. Cet individu arrive à s'échapper indemne, en laissant derrière lui une hache et une porte découpée. Le 3 septembre, en pleine nuit, Sarah Lohman, 19 ans, est attaquée durant son sommeil par quelqu'un armé d'une hache. Le lendemain, ses voisins forcent la porte de son appartement et la découvrent sur son lit inconsciente. Une plaie béante s'ouvre sur son crâne. La violence du choc a été telle qu'il lui manque plusieurs dents. Les enquêteurs retrouveront une hache laissée derrière la propriété. Mais à la différence des autres fois, le tueur n'est pas entré par la porte, mais par une fenêtre que la jeune fille avait laissée ouverte. Finalement, Sarah se remet de ses blessures, mais elle fut incapable de se souvenir de tous les détails de cette attaque. Au cours de la nuit du 27 octobre 1919, Mike Pipton, un épicier, est massacré dans son lit. Sa femme, qui dort dans la chambre voisine avec ses 6 enfants, est réveillée par les bruits de coups. Lorsqu'elle arrive au niveau de la porte, elle entrevoit un individu de grande taille, prenant la fuite et tenant une hache dans les mains. L'attaque fut d'une telle violence que tous les murs de la chambre sont recouverts d'éclaboussures de sang jusqu'au petit tableau de la Vierge Marie qui en était rempli. Cette agression aura été la dernière de cette longue folie meurtrière. Le tueur en série disparut comme il était apparu, inexplicablement. Malgré le travail des enquêteurs et les témoignages de nombreux habitants, l'identité de l'homme à la hache restera un mystère à jamais. Dans cette histoire, plusieurs théories ont été évoquées. La première hypothèse serait la motivation ethnique. En effet,
la grande majorité des victimes est d'origine italienne. Le tueur avait-il une dent contre cette partie de la population? Une autre hypothèse a été rapidement évoquée par les médias, celle de la mafia, malgré l'absence considérable de preuves. Certains experts en criminalité ont suggéré que le mobile du crime était d'ordre sexuel et que l'homme à la hache voulait s'en prendre spécifiquement aux femmes. Et lorsque les hommes se mettaient en travers de son chemin, il les assassinait. C'est pourquoi il y aurait autant de victimes masculines. Quant à la dernière hypothèse, elle fait suite à la lettre que le tueur aurait envoyée au journal local, où il dit tuer les personnes qui se refusent d'écouter du jazz. Alors pour vous, l'homme à la hache est-il un pervers attiré par les femmes? Faisait-il partie d'une mafia? Est-il prêt à tout pour promouvoir le jazz ou s'agissait-il simplement d'attaques visant uniquement les personnes d'origine italienne? Personnellement, je pense que les moyens de l'époque n'ont pas permis aux enquêteurs de mener à bien cette affaire. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est le motif qui semble le plus crédible à vos yeux? Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle enquête.